Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé ce dimanche à la signature de 5 décrets exécutifs portant ratification d'accords de convention et d'un mémorandum d'entente liant l'Algérie à plusieurs pays. Les détails en début de journal. Le président turc Recep Tayyip Erdogan effectuera à partir de demain, lundi, une visite officielle de 2 jours dans notre pays à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Plus de 29 000 candidats sont, plutôt 290 000 candidats sont concernés par la nouvelle rentrée professionnelle de ce mois de février. Le ministre de la Formation professionnelle et de l'Enseignement, Mohamed Mebarki, a donné le coup d'envoi officiel à l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle de Batna. Et puis on parle également ce soir de cette école de formation à Razawet, ville côtière du nord-ouest du pays. Il existe cette école donc pour la formation technique des métiers de la mer, une structure qui draine beaucoup de stagiaires désirant apprendre la pêche maritime et la maintenance des équipements des ports. C'est le reportage grand format de ce soir. Voilà pour l'essentiel des titres de l'actualité. Pour commencer d'abord, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé ce dimanche à Alger à la signature de 5 décrets exécutifs portant ratification d'accords, de conventions et d'un mémorandum liant l'Algérie à plusieurs pays, conformément à l'article 91.9 de la Constitution. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué de la présidence de la République. Alors, le premier décret porte sur la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications. Le CAP, décembre 1999, est révisé à Harare en 2014, précise encore la même source. Le second décret ratifié est inhérent à l'accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'assistance mutuelle entre leurs administrations des douanes, signé à Alger le 2 décembre 2010. S'agissant du troisième décret ratifié, il porte sur un mémorandum d'entente dans le domaine de la protection du consommateur et du contrôle des produits et des services entre le gouvernement de la République algérienne et le Royaume d'Arabie saoudite. Il a été signé à Riyad le 15 novembre 2016. Le quatrième décret ratifié est relatif à l'accord de coopération entre le gouvernement de la République algérienne et le gouvernement de la République du Mali dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Bamako le 3 novembre 2016. Et puis le dernier décret ratifié a trait quant à lui à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement algérien et le gouvernement de la République française, signé à Paris le 5 octobre 2016, conclut encore le communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux à l'émir de l'État de Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel le président Bouteflika lui réaffirme son souci d'œuvrer au développement des relations de coopération bilatérale dans tous les domaines. Également, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé aussi un message de vœux au prince héritier de l'État de Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah, à l'occasion toujours du 57e anniversaire de l'indépendance de Koweït, dans lequel il s'est félicité de la qualité des relations de fraternité et de coopération qui lient l'Algérie à ce pays du Golfe. Le président turc Recep Tayyip Erdogan effectuera à partir de demain, lundi, une visite officielle de 2 jours en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Les entretiens qui se dérouleront entre les deux chefs d'État et les travaux entre les délégations des deux pays permettront à l'Algérie et la Turquie de partager leurs analyses de la situation régionale et internationale, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb, mais aussi au Sahel. Les discussions qui auront lieu entre les membres des deux délégations ainsi que le forum d'affaires qui regroupera un grand nombre d'entreprises algériennes et turques ne manqueront pas aussi de donner un élan accru aux échanges et aux partenariats entre les économies algériennes et turques, conclut encore un communiqué de la présidence de la République qui nous est parvenu ce soir. Dans l'actualité, on parle de cette nouvelle rentrée professionnelle de février, de ce mois de février donc, qui a eu lieu ce matin à Batna.
Le ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, Mohamed Mebarki, a donné le coup d'envoi officiel à l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle, l'INSFP, de Hamla 3, dans la commune de Oued Chaaba. C'est une structure qui a été inaugurée à cette occasion. Nakhla Lorbi. À partir de Betna, le ministre de la Formation professionnelle a indiqué que la diversité de l'offre qui caractérise cette rentrée s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant l'adaptation de la formation aux besoins en ressources humaines qualifiées. En réponse aux besoins de la formation professionnelle allant crescendo, le secteur offre cette année pas moins de 290 000 nouvelles places pédagogiques dans les différents modes et dispositifs de formation. Pour ce faire, nous avons programmé 370 spécialités dans plus de 400 spécialités réparties à travers le pays. Il faut savoir que 1250 établissements de formation répartis sur le territoire national assurent la qualification de la main-d'œuvre dans les diverses spécialités. L'entreprise économique, un partenaire incontournable dans la mise en œuvre des programmes de formation, vu qu'elle contribue également à identifier les besoins du marché du travail. Et à ce titre, le ministre de la Formation professionnelle a présidé aujourd'hui une cérémonie de signature de 9 conventions entre la direction locale et plusieurs autres secteurs. Il a été procédé à la signature d'une convention de partenariat entre Global Group et la direction de la formation et de l'enseignement professionnel de la wilaya de Batna pour l'encadrement et l'emploi de 1000 stagiaires. Nous avons également signé une autre convention pour l'emploi de pas moins de 1500 travailleurs dans le cadre d'un partenariat avec Hyundai Motors Company. À ce titre, un hommage a été rendu par les opérateurs économiques au président de la République pour les résultats obtenus sur le terrain. Justement, on continue de parler de la formation professionnelle. On va à Razaouet, la ville côtière du nord-ouest du pays, où il existe une école pour la formation technique des métiers de la mer. C'est une structure qui draine beaucoup de stagiaires désirant bien sûr d'apprendre, d'abord la pêche maritime, mais aussi la maintenance des équipements de port. Le reportage grand format de ce soir est signé Saïda Mayouf. D'une conception architecturale constituant une parfaite réplique d'un bateau, l'école de formation des techniques de pêche et d'aquaculture de Razaouet, avec ses 3 hectares, comprend différents ateliers, dont celui dédié à la filature pour le métier de ramondeur. Dans ce module consacré au ramondage, on leur enseigne les grosseurs de filets et leurs constituants pour chalutiers et petits métiers, ainsi que la confection des nœuds de pêche. J'arrive de Batna. Je postule pour le grade de marin qualifié. J'ai beaucoup appris sur les différentes techniques de faire les nœuds et surtout les bonnes manières pour exercer une pêche responsable. Autre salle, autre décor. Ici, la formation concerne le volet aquaculture, où l'enseignement dispensé tend à vulgariser ces techniques propres à la préservation de la ressource halieutique. Dans cet atelier, c'est la nature et les caractéristiques du produit de la mer que nous enseignons à nos stagiaires à travers le cycle de vie des différents poissons, y compris les poissons décoratifs, tout comme nous effectuons différentes analyses pour vérifier la qualité de l'eau. Ici, on apprend énormément sur la préservation du poisson et surtout l'environnement où il évolue. C'est très intéressant et surtout bénéfique car si je me lance dans un projet, je saurai comment gérer une ferme aquacole. La mécanique, la maintenance navale ainsi que de cycles de formation aux marins et matelots qualifiés ne sont pas en reste dans cet établissement disposant d'appareils adéquats, dont un simulateur de navigation. L'école de pêche de Razaouet a 3 types de formation. Formation initiale, elle est destinée à nos élèves sortant du lycée et des CEM. Et on a la formation classe spéciale, elle est destinée aux professionnels qui exercent le métier de pêcheur au niveau de la mer et qui sont dépourvus de diplôme. On a la 3e formation, le type de formation, on a la formation à la carte, c'est-à-dire à la demande. D'envergure régionale, le NTPA de Razaouet, opérationnel depuis l'année pédagogique 2013-2014, avec ses 250 places pédagogiques et sa capacité de 140 lits en internat, s'attelle à former au profit de la corporation des gens de la mer, des patrons côtiers, des patrons de pêche et des électromotoristes, entre autres. Et ce, au grand bonheur des amoureux de la Grande Bleue.
De la mer, on va aller vers la terre à présent. L'Algérie poursuit ses efforts pour la production locale de semences. C'est un choix stratégique qui garantit à notre pays une autonomie en matière d'alimentation. Sur le terrain, justement, cette stratégie se concrétise. Le Centre national des contrôles de graines et des pépinières reçoit de plus en plus de demandes d'agriculteurs pour avoir des agréments de culture de semences. Le centre offre aussi des services d'apport et de soutien technique, et ce pour assurer une qualité de production optimale. En voici un exemple à Bouira avec ce reportage de Rani Awadia. Le récit est signé Manal Boutouaba. C'est au niveau de cette pépinière dépendant de l'entreprise régionale du génie rural de Bouira que se font l'identification, le contrôle de l'état sanitaire, la traçabilité, l'inspection et la certification des plants d'olivier par des ingénieurs du Centre national de contrôle des semences et des plants qui suivent un schéma très strict et fournissent au final une véritable carte génétique et d'identité du plant jusqu'à sa commercialisation. Après achèvement de l'opération de contrôle, le PV de contrôle de la pépinière est remis aux producteurs. Quand les plants seront assez mûrs et pourront être commercialisés et qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie, vient la deuxième étape qui est le contrôle des plants qui ont été validés durant la première au niveau de la pépinière. Ces plants porteront les caractéristiques du produit avec mention entre autres de la variété, du type et de l'année de production. Un véritable engouement est constaté ces dernières années pour ce genre de procédé de contrôle et de certification. L'étape de contrôle est très importante puisqu'elle garantit la conformité et la qualité du produit final qui est commercialisé chaque année. Les agriculteurs ont compris ça. Ils s'adressent à notre pépinière pour avoir cette fameuse garantie. Notre pépinière a commercialisé plus de 300 000 arbres contrôlés dans le cadre du programme de développement des zones rurales. De plus en plus d'agriculteurs décident de s'orienter vers la sériculture ou la culture sous serre et pour avoir l'agrément, il faut impérativement passer par le centre de contrôle de semences et plants. Mais avant l'aspect administratif, l'agriculteur, beaucoup plus conscient des enjeux, cherche surtout la garantie d'une culture saine, abondante et de qualité. On s'arrête ce soir devant une déclaration. Vérifier l'information et sa source avant de la reprendre est un devoir et une responsabilité de tous. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Communication, Jamal Kawan, devant les coordinateurs radio et télévision, aux ingénieurs aussi, ainsi qu'aux travailleurs des stations de radio terrestres et des pays membres de l'ASPU. Amel Messaïd. Le ministre de la Communication, Jamal Kawan, a affirmé aujourd'hui que le Centre arabe d'échange est devenu un maillon important dans la stratégie arabe de la communication. Cependant, il soulignera les défis et la nécessité de s'unir pour y faire face. Il est nécessaire aujourd'hui que nous nous unissons pour ne pas passer à côté de la révolution numérique et des mutations que connaissent les moyens et matériels d'information et de communication ainsi que les concepts et la relation que peut avoir le consommateur avec les sources de l'information. À cet effet, nous devons opérer une interdépendance dans le domaine de l'information et les services de communication audiovisuelle pour l'employer dans la diffusion de l'information et une bonne compréhension des problèmes posés en développant la langue du dialogue et de la réconciliation et faire face aux attaques qui visent notre société. Le volume des échanges arabes d'informations a connu une hausse substantielle. Il a été diffusé 13 000 informations en 2017 et 80 événements internationaux avec un matériel ultramoderne. 2017 a connu une dynamique dans les échanges d'informations politiques, sécuritaires et culturelles notamment. Il ne s'agit pas d'échanges qui concernent les pays arabes seulement, mais touchent aussi les autres unions régionales et internationales et ce, dans le cadre de l'intérêt qu'accorde l'ASBU à diffuser l'information le plus loin possible. Dans le souci de développer et d'élargir la coopération, cette année a connu la participation de Djibouti et les îles Comores pour la première fois. Quant au Cameroun, il est invité d'honneur. Cette mise au point
à présent. Le gouvernement algérien a déploré le fait que la partie réservée à l'Algérie dans le rapport annuel 2017 d'Amnesty International n'ait pu encore une fois porter un regard objectif sur la réalité de la situation des droits de l'homme dans notre pays. C'est ce qu'indique ce qui est indiqué dans une déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec étonnement du contenu de ce rapport d'Amnesty International donc, qui a été présenté par sa section en Algérie lors d'une conférence de presse à Alger le jeudi 22 de ce mois. Ce qu'a encore affirmé Ben Ali Cherif. Il ajoute que le gouvernement tient à déplorer le fait que dans son chapitre consacré à notre pays, ce rapport n'ait pu faire, encore une fois, porter un regard objectif sur cette réalité, sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Pour le même responsable, les contre-vérités et d'autres allégations infondées mentionnées dans ce rapport ne font regrettablement que reproduire mécaniquement des stéréotypes désuets d'appréciation partiale et de conclusion simpliste, souligne encore le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'actualité aussi marquée ce soir par cette information rapportée par le MDN. Un terroriste a été arrêté hier à Batna par un détachement combiné de l'armée nationale qui ont découvert aussi dans son domicile un atelier de préparation d'explosifs. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le terroriste, le dénommé El Hanafi, dit Abu Abdallah, avait en son domicile aussi des quantités de produits explosifs, des outils de détonation, ainsi qu'un micro-ordinateur, une paire de jumelles, une boussole, des moyens de communication et d'autres objets, précise encore le communiqué. Par ailleurs, on apprend aussi que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 2 narcotrafiquants et saisi près de 16 kg de kifs traités, 416 unités de différentes boissons à Oran et à Mascara. Et puis d'autre part, les gardes-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 6 personnes qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale à Razawet, dans la wilaya de Tlemcen, tandis que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés dans la wilaya de Bachar. Une journée a été consacrée aujourd'hui au problème des déchets ménagers. C'est une problématique nationale pour laquelle il faudrait trouver des solutions. Les pouvoirs publics avaient engagé près de 2 milliards de dollars sur ces 15 dernières années pour trouver justement les meilleures solutions dans ce domaine, notamment les techniques de l'enfouissement technique justement qui s'est généralisé à travers le pays. Abdelmajid Pankassi. Les déchets ménagers, toute une problématique. Un état des lieux d'abord était nécessaire dans un pays qui produit quelques 12 millions de tonnes de déchets par an, dont 7 millions sont valorisables. Mais ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, malgré les gros investissements consentis par le Trésor public. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Quand j'ai parlé de 2 milliards de dollars, c'est ce qui nous a permis maintenant de démarrer ce travail, de continuer à travailler. S'il n'y avait pas cet investissement au moment opportun, impossible maintenant arriver à un état des lieux et commencer à pousser cette stratégie vers 2035. Réellement, c'est un problème de fin. C'est un problème de civisme. La société civile aussi doit jouer son rôle. Quand je dis doit jouer son rôle, ces programmes, c'est pas rester à la porte et frapper. Mais pas seulement. L'implication de la société civile doit aussi être accompagnée par un arsenal de textes réglementaires dissuasifs. Le secteur de l'environnement a érigé des lois, des textes d'application. Et actuellement, il est sur le point de mettre en exécution des plans d'action, à savoir le plan EDD, le plan du climat, la stratégie de gestion intégrée des déchets. Donc, c'est tous ces aspects, le plan de la biodiversité. Donc, c'est tous ces plans-là qui vont découler sur des feuilles de route. L'Algérie, si elle n'est pas très bien classée dans l'aspect environnemental pour des raisons historiques et tout ça, mais elle est très bien classée, entre autres, sur l'effort consenti de l'État sur tous les 15 années passées, elle est très bien classée. Il y a un arsenal juridique, mais actuellement, il y a 15 lois, il y a des décrets, on a plus de 100 textes qui parlent de l'environnement. Marcher ensemble et travailler ensemble, ce qui suppose aussi l'implication de plusieurs secteurs. Cela bien sûr en plus d'une prise de conscience collective et d'un esprit civique. Il faut que tout le monde s'implique, parce que c'est l'affaire de tous. Si on veut vraiment relever le défi et arriver à 2030 la tête haute.
qu'on est un pays vraiment propre. La stratégie du secteur de l'environnement repose sur la mise en place de mécanismes nouveaux permettant la création de tout un réseau d'entreprises capables de créer dans les années à venir quelques 40 000 emplois directs et près de 200 000 emplois indirects. Ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est que les déchets valorisables ont une valeur marchande de près de 30 milliards de dinars. La société de distribution de l'électricité et du gaz a pu recouvrer jusqu'à maintenant 30% des créances impayées auprès de ses abonnés et qui avoisinaient les 56 milliards de dinars. C'est ce qu'a indiqué le président directeur général de Sonelgaz, Mohamed Arkab, à nos confrères de l'APS. Une déclaration faite en marge de cet atelier sur la formation dans les métiers d'électricité et de gaz en Afrique. En parlant d'électricité, justement, le réseau électrique de notre pays et de Sonelgaz, bien sûr, sera bientôt renforcé par l'entrée en fonction en mars prochain d'une nouvelle centrale à Cap Djenet, dans la wilaya de Boumerdes. Cette nouvelle centrale hybride fonctionne au gaz et à la vapeur. Elle produira 1200 MW qui alimenteront les réseaux nord de notre pays. Naïma Chekchek. Elle est l'un des importants projets dans le secteur de l'énergie. Une centrale électrique dont la capacité envisagée est de 1200 MW à répartir entre 3 unités de haute tension, celle de Si Mustafa à Boumerdes, Aqbou à Béjaïa et celle d'Al Afroun dans la wilaya de Blida. Ces 3 unités qui, à leur tour, transféreront cette production d'électricité sur le réseau national pour une alimentation intégrale du nord du pays. Le coût du projet a atteint $1 milliard, un projet qui permettra la création de 3000 postes d'emploi avec à la clé la formation de la main-d'œuvre algérienne au sein d'ateliers de formation et de stages se trouvant au sein même de la centrale. Sous quel régime fonctionne cette centrale? Elle comprend 3 unités de production d'électricité. Chaque unité travaille avec un régime hybride. Une unité turbine à gaz et une autre à vapeur. L'unité turbine à gaz est celle qui nous fournit en gaz chaud, qui génère de la vapeur pour faire marcher la turbine à vapeur. Et c'est cela qui croît le rendement de la centrale électrique de Cap Djenet. La centrale comprend également une unité de refroidissement de la vapeur qui utilise l'eau de mer. في تحريك التوربين الغازية كما تحتوي على وحدة تبريد للبخار تستمد البرودة من مياه البحر. En plus des mécanismes de travail de la centrale, d'autres régimes de fonctionnement viennent appuyer l'importance de ce projet. Il s'agit de la station de production de l'hydrogène pour le refroidissement des générateurs, en plus de la station de traitement de l'eau de mer pour la production de vapeur, la station de production de chlore et enfin une station de pompage de l'eau de mer. Signalons que c'est en fin mars prochain que cette centrale électrique entrera en fonction. La modernisation du service public passe également par la facilitation des paiements des amendes judiciaires. C'est un nouveau système qui a été mis en ligne au niveau des tribunaux pour faciliter aux citoyens de payer leurs amendes et retrouver des casiers judiciaires vierges quasi instantanément. Il faut savoir que les impayés en termes d'amendes judiciaires s'élèvent à plus de 7 000 milliards de centimes. Une base de données nationale pour recouvrer les amendes et les dépenses fiscales a été mise en ligne au niveau du ministère de la Justice. Lancé il y a peu de temps, ce nouveau système a permis jusqu'à aujourd'hui de recouvrer plus de 560 millions de dinars. Le citoyen était perdu entre les tribunaux et les services des impôts. Il passait un temps fou pour le paiement des amendes. Il faut savoir que ces dernières proviennent de la justice. C'est pour cela que le guichet unique a été créé au niveau des tribunaux. Le citoyen peut désormais se présenter devant n'importe quel tribunal pour le paiement de l'amende et automatiquement son casier judiciaire est actualisé. Il faut savoir aussi que les amendes judiciaires dépassent actuellement les 7 000 milliards de centimes. Nous allons faire de notre mieux pour récupérer ces sommes qui appartiennent au Trésor public.
Un système moderne qui permettra une plus grande transparence dans la gestion, une meilleure maîtrise des recettes et des dépenses, mais aussi l'amélioration du recouvrement fiscal. Puis la société d'exploitation des tramways, la CETRAM de Constantine, vient de décrocher la certification ISO 9001 pour les performances réalisées en matière de gestion, de management et d'offres de services. C'était une cérémonie donc, qui a récompensé cet effort. Il faut savoir que la certification ISO 9001 est un référentiel international en matière de système de gestion de management et de qualité. Et puis on parle également ce soir de la 23e opération de relogement effectuée dans la capitale ce week-end. Elle a permis la récupération d'assiettes foncières importantes, chose qui permet actuellement de relancer ou de lancer des projets de développement longtemps gelés par faute de disponibilité de terrain. Nadia Soltani, le récit de Bouchra Bouali. Les assiettes foncières récupérées seront destinées à la relance de projets de développement jusque-là gelés. Des projets qui contribueront à donner une meilleure image d'Alger. La forêt des palmiers dans la commune de Bechjarrah, par exemple, a été récupérée et sera aménagée en un espace de loisirs. D'un côté, on aménage la forêt et de l'autre, on dédie des espaces de détente, de loisirs et de jeux qui profiteront aux riverains. Les opérations de démolition se poursuivent afin d'assainir la situation et toucher toutes les zones concernées. 100 ouvriers, 40 engins et 100 camions sont mobilisés pour les opérations de démolition et de déblaiement. Des hectares qui viendront s'ajouter aux assiettes foncières de la capitale, ce qui offrira de nouvelles opportunités d'investissement et bénéficiera sans nul doute aux populations. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé ce dimanche à Alger à la signature de 5 décrets exécutifs portant ratification d'accords, de conventions et d'un mémorandum liant l'Algérie à plusieurs pays. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, effectuera à partir de demain, lundi, une visite officielle de 2 jours dans notre pays à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Plus de 290 000 candidats sont concernés par la nouvelle rentrée professionnelle de ce mois de février. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Mebarki, a donné le coup d'envoi officiel à l'Institut national spécialisé de la formation de Batna. Et puis nous avons parlé ce soir également de cette école située à Razawet, cette ville côtière du nord-ouest du pays. Il existe donc cette école pour la formation technique des métiers de la mer, une structure qui draine beaucoup de stagiaires désirant apprendre sur la pêche maritime et la maintenance des équipements des ports. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée à tous. Pour demain à midi, Faria Lassari à 19h. Vous avez rendez-vous avec Amina Zahouf. Très bonne soirée à tous. Au revoir.